Eh bien bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier direct de l'année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite aussi une excellente année, meilleurs vœux pour l'année qui vient, qui s'annonce assez compliquée. On va attaquer un petit peu le sujet du jour, les enfants. Nous allons parler du point commun, étonnant, qu'il y a entre la loi immigration qui est en cours de discussion, encore pour le moment, elle doit être validée par le Conseil constitutionnel dans une quinzaine de jours. Donc le rapport entre cette loi immigration et Gabriel Attal. On va commencer par faire un peu un tour de cette loi immigration dont je n'ai pour le moment pas parlé. Ça va être l'occasion de vous expliquer pourquoi tout ça ne sert à rien, quel est le rôle de l'Union européenne dans l'immigration, et pourquoi cette loi en fait est complètement vidée de tout intérêt, de toute substance, et n'est qu'un simulacre pour peut-être d'autres objectifs. Il faut bien qu'il y ait un peu de suspense. Alors on va voir cet article de Front Populaire rédigé par Charles-Henri Gallois et Quentin Rousseau, justement sur l'Union européenne qui empêche une politique migratoire qui consisterait à réduire vraiment les flux. Alors il a fait du bon travail le Charles-Henri parce qu'en un article il résume pas mal la quasi-totalité des problèmes qui concernent le rôle néfaste de l'Union européenne dans la capacité des dirigeants à prendre la moindre décision sur l'immigration. Quoi qu'on pense de cette politique, des politiques qui veulent être prises actuellement par le gouvernement ou de celles qui sont actuellement entérinées dans les traités, quoi qu'on en pense de toute façon, il y a un rôle structurel de l'Union européenne dans les décisions qui font que, on va voir que cette loi ne sert pas à grand-chose. Alors comme il nous le rappelle, le traité d'Amsterdam, entré en vigueur en 1999, confère à l'Union européenne un large domaine de compétences en matière migratoire, restreignant considérablement les marges de manœuvre des États membres. Il suffit pour s'en convaincre de lire les articles 67, 77, 78 et 79 de l'actuel traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 67 dispose que l'Union européenne assure une absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle aux frontières extérieures. C'est grosso merdo l'espace Schengen. L'article 77 précise l'absence de contrôle aux frontières et une politique commune de visa et de titres séjour de courte durée. Donc même aux frontières extérieures, visiblement, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Et il y a une politique commune, je le répète, visa et titre de séjour de courte durée. L'article 78 expose le droit d'asile et que le droit d'asile est un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers valable dans toute l'Union. Donc le droit d'asile, pareil, comme pour les titres de séjour de courte durée, c'est pour l'Union européenne, c'est eux qui décident. Enfin, l'article 79 confirme que l'UE statue sur les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins de regroupement familial. Donc il reste quoi? L'asile c'est pris, les visas c'est pris, les titres de séjour courte durée et longue durée c'est pris, le regroupement familial c'est pris. Et à un moment ça commence à couvrir un petit peu tout le panel de l'immigration. Et ça continue. Entrons maintenant dans le détail des obstacles concrets de l'UE pour pouvoir baisser l'immigration légale. Le premier pourvoyeur d'immigration légale est le regroupement familial. Sur 277 000 entrées légales en 2019, un tiers des titres séjour octroyés l'étaient pour motifs familiaux. Si on enlève les titres étudiants, c'est même la moitié des titres de séjour. Alors j'ai été quand même vérifier les chiffres parce que je suis quelqu'un de minutieux. Et donc ici, vous avez la primo-délivrance de titres de séjour qui est en hausse de 11% en 2022 par rapport à 2021. Et effectivement, le regroupement familial est à peu près stable, entre 90 000 et 100 000 chaque année. Et si on enlève les visas étudiants, ça représente effectivement à peu près la moitié du total des entrées légales sur le territoire. Et le regroupement familial, qui était au début, comme on nous l'expliquait, une politique mise en France par Giscard d'Estaing en 1976, ce regroupement familial est gravé dans le marbre au niveau de l'UE depuis 2003, avec la directive européenne, machin truc, vous avez la référence, vous pouvez aller vérifier. Matteo Salvini en Italie avait fait beaucoup de communication en tant que ministre de l'Intérieur, mais il avait connu le même échec cinglant. L'immigration légale en Italie était de 332 000 personnes en 2018, elle était passée à 333 000 en 2019. Preuve s'il en est que la réduction importante de l'immigration légale en étant dans l'Union européenne, voilà, qu'il n'y a pas de réduction importante possible. L'immigration illégale avait légèrement diminué, mais ce n'était même pas de son fait, puisque le gouvernement précédent avait passé un accord avec la Libye pour qu'elle retienne les migrants sur son sol en 2017.
avec Mélanie et le nouveau flux tunisien, l'immigration illégale a doublé en un an. Ah, la fameuse Mélanie, l'extrême droite au pouvoir, oulala. Lol. Alors ça, c'était pour l'immigration légale. Il y a maintenant la question de l'immigration illégale. On peut affirmer d'emblée que notre appartenance à Schengen et à l'UE nous empêche tout contrôle sérieux. Un immigré illégal qui arrive en Grèce ou en Italie peut ensuite arriver tranquillement en France sans le moindre contrôle. Le règlement Dublin III qui concerne l'asile est une usine à gaz inapplicable comme seule l'UE sait le faire. Il se base sur le volontariat, mais va être remplacé par le pacte européen sur la migration et l'asile qui obligera les pays à prendre un quota de migrants sous peine d'une amende de 20 000 euros par migrant. Oui, parce que ça, c'est les migrants illégaux qui sont amenés par les associations depuis les côtes africaines, essentiellement libyennes et donc maintenant tunisiennes, et qui débarquent un tout petit peu à Malte, essentiellement en Italie, en Espagne, et puis il y a une autre porte d'entrée, j'ai oublié laquelle. Oui, la Grèce, voilà. Et pour éviter que ces pays soient surchargés de migrants et que ça fasse monter l'extrême droite dans ces pays, l'Union européenne a eu la bonne idée de les capter dans ces zones, dans ces hotspots, où ils pourront demander l'asile, etc. Et ensuite de les répartir selon une clé de répartition de migrants. Voilà, chacun son petit quota. Et si t'es pas d'accord, c'est 20 000 euros par migrant. Le concept est là aussi d'autant plus stupide que les migrants pourront très facilement quitter le pays alloué pour se rendre dans le pays de leur choix. Donc le gars sera pas content d'arriver en Bulgarie où on s'emmerde et où les gens sont pas très ouverts d'esprit peut-être, moins qu'ailleurs, et puisqu'ils sont dans l'espace Schengen et qu'ils ont peut-être reçu l'asile en Bulgarie, bah ça vaut dans tous les pays de l'Union européenne selon les mêmes normes. Et donc il arrive en France et il pourra dire j'ai le droit d'asile au niveau européen et vous me devez les prestations et les machins et tout ce qui va avec en France. En France ou dans un autre pays d'ailleurs. Le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, inscrit dans les traités européens, est aussi majeur car elle empêche largement les expulsions, même quand des demandeurs d'asile sont déboutés. Le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF, n'est même pas de 10. Oui. Ces dernières années, c'était même 94% des OQTF qui n'étaient pas exécutés. C'est infime quand on sait que 178 000 personnes ont demandé l'asile en France en 2019. Ils étaient 1600 en 73, 61 000 en 2012, donc bon, ça vous donne une idée de la courbe. La demande d'asile n'est plus un phénomène marginal, mais de masse, car le statut est bien plus avantageux qu'un titre de séjour. Les services chargés de son traitement sont noyés sous les recours qui se multiplient souvent pour les mêmes personnes. Le droit d'asile a été dévoyé et constitue le principal pourvoyeur d'immigration illégale. Donc les 178 000 demandeurs d'asile en 2019 s'ajoutent à l'immigration légale qui était déjà de près de 300 000 en 2019. Alors, dernier paragraphe qui va nous intéresser pour avoir toutes les clés de compréhension afin d'analyser cette merveilleuse loi immigration. La directive Retour de 2008 est assez méconnue en France alors qu'elle a un rôle capital dans la gestion de l'immigration illégale. Elle institue le principe de non-refoulement et met des bâtons dans les roues considérables quant à l'expulsion des illégaux. Elle pose le principe du retour volontaire, c'est-à-dire qu'à première interpellation, on ne peut pas expulser un illégal, il doit faire son retour dans son pays volontairement. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il sera éventuellement possible de l'expulser. Éventuellement, parce qu'il y a tout un tas de critères qui font qu'un gars ne sera jamais expulsable. S'il est malade, s'il a de la famille, s'il a un enfant, si tu vois, etc. Les arrêts de la CJUE de 2011 et 2012 empêchent la peine d'emprisonnement pour délit de séjour irrégulier, découle également de cette directive. On va revenir sur ce point. Si on ajoute à tout cela les jurisprudences de la CEDH, donc Cour européenne des droits de l'homme, et les jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, on comprend qu'il est quasiment impossible d'expulser un immigré illégal du territoire national. Donc voilà un petit peu le tableau d'ensemble de l'immigration actuellement en France et surtout dans l'Union européenne, où à la fois sur le plan légal ou illégal, c'est l'Union européenne qui dirige à peu près tout, et vous allez voir que les pays n'ont quasiment plus de marge de manœuvre. Donc on va analyser un petit peu cette loi dont on nous a bassiné ces 3 derniers mois à peu près, ce fameux projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Ça a été le psychodrame de l'hiver. Les méchants veulent copier le programme du Rassemblement national, il y a une droitisation de la société, et puis les autres sont des bisounours, pro-migrants, etc. Alors tout le monde y va de son petit amendement, puis finalement la loi n'est pas votée, puis ça passe au Sénat, commission mixte paritaire, etc. Finalement c'est voté, enfin tout est un merdier, pour finalement une loi qui n'existe pas, comme on va le voir.
Et ils le savent tous, hein. Ils le savent tous. Donc on va voir un petit peu les différents intitulés. Ici c'est un résumé, hein, on n'a pas besoin de plus. Quotas migratoires, regroupement familial et allocation sociale. Des quotas migratoires sont instaurés. Les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration devront faire l'objet d'un débat annuel au Parlement, lequel devra voter pour 3 ans le nombre des étrangers par catégorie admis à s'installer en France, hors asile. Alors les catégories, c'est ça, hein, économique, familial, étudiant, etc. Sauf qu'on a vu que le regroupement familial, c'est régi par une directive européenne. Donc je ne vois pas comment le Parlement pourrait décider d'un quota et d'un maximum, puisque de toute façon, c'est interdit. Bref, donc ça, c'est de la merde, c'est déjà, ça va dégager. Les conditions du regroupement familial sont modifiées. Durée de séjour exigée de l'étranger pour faire venir sa famille en France, portée de 18 à 24 mois. Niveau minimum de français requis du conjoint rejoignant avant son entrée en France. Alors, là aussi j'ai fait mes devoirs et je suis allé voir donc la fameuse directive européenne sur le regroupement familial, hein, 2003-86 machin chose. Et si on va en page 5, article 8, les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur le territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser 2 ans avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille. Donc, le premier jour de la deuxième année, la famille peut débarquer. Ça veut dire qu'il peut préparer les papiers à l'avance et dès le 24e mois, pouf. Et donc, c'est peut-être pas pour rien si dans le projet de loi, ils sont passés de 18 à 24 mois, qui est en fait le niveau maximum de la directive. Par contre, il y a un niveau de français minimum exigé. Et là, le problème, c'est que les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, les convictions, blablabla, la fortune, la naissance. On ne peut pas intégrer de critères de langue pour restreindre l'immigration. Ils font voter des lois qui sont contraires aux engagements qu'ils ont pris, enfin qu'ils ont reçus dans les directives européennes. Alors c'est pas tout, ça continue. L'accès à certaines prestations sociales dites non contributives sera conditionné à une durée de séjour régulier plus longue en France, un fameux délai de carence, 5 ans pour les APL, sauf si le demandeur travaille depuis 3 mois en France, ou dispose d'un visa étudiant, 5 ans pour les allocs familiales, l'allocation personnalisée d'autonomie, le droit au logement opposable, sauf si le demandeur travaille depuis 30 mois. Ces dispositions ne concernent pas les réfugiés, apatrides, les détenteurs de cartes de résident de 10 ans, l'allocation enfants handicapés, etc. Alors, faut savoir qu'actuellement, cette loi est au Conseil constitutionnel. Sacha Houlier, le président de la commission des lois à l'Assemblée, a expliqué, donc, qui est du parti Renaissance, hein. Il n'est pas dans l'opposition, mais il a expliqué qu'une trentaine de dispositions du texte pourraient être contraires à la Constitution. Et parmi ces trucs-là, je vais peut-être vous retrouver, voilà, le conditionnement de l'accès aux prestations sociales ferait partie des mesures manifestement contraires à la Constitution. Mais on va y revenir dans un instant. Donc ça, c'est actuellement en suspens, et ça va probablement dégager. Alors ensuite, connaissance de la langue et nationalité française. Là aussi, il demande une connaissance minimum de la langue pour obtenir une naturalisation, je crois. Oui, la carte de séjour. Voilà, pour l'accès à la nationalité française, il faudra avoir un niveau minimum de langue. Ici, on voit que c'est intéressant parce que vu que la directive européenne interdit d'introduire des critères de langue, ils font peser ça sur les employeurs. C'est indiqué ici. Obligation pour l'employeur en matière de formation en français, langue étrangère de leurs salariés étrangers seront renforcées. En gros, vu qu'on ne peut pas obliger le demandeur d'asile ou l'immigré de parler français, on va forcer les employeurs à leur donner des cours. Sachant que si le gars ne les suit pas, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ce sera soumis à aucune obligation de succès, d'obtention d'un diplôme quelconque. Tant que l'employeur aura rempli son obligation, j'imagine que les gens seront contents. Mais voilà. Là, il y a un truc très drôle qui ne sert absolument à rien. La formation civique du contrat d'intégration républicain est complétée. Tous les étrangers qui demandent une carte de séjour devront s'engager à respecter les principes de la République par la signature d'un contrat. On va les mettre dans une pièce, on va leur donner un papier, on va leur dire « Il faut que tu signes ça, sinon t'auras pas ton titre de séjour. » Ah bon, et c'est quoi? Ah bah ça veut dire que t'es pour la liberté d'expression, la liberté de conscience, l'égalité homme-femme, tu respectes les devises et les symboles de la République. Et c'est important. Voilà, cette condition n'était pas prévue pour certains titres, et encadrerait d'un de ces principes
les préfectures pourront, c'est pas obligatoire, refuser, retirer ou ne pas renouveler un titre de séjour. Attention, oula, t'as pas signé le document, ça veut dire que tu es peut-être un djihadiste. Ça me fait penser à ces formulaires qu'il y avait dans les avions après le 11 septembre pour aller aux États-Unis, où il fallait signer, déclarer sur l'honneur qu'on n'est pas un terroriste et qu'on vient pas poser des bombes aux États-Unis. Il y a toujours des petits malins pour se foutre de la gueule du monde. Il y en a qui ont fini à Guantanamo, quoi. Donc c'est un peu ce niveau-là de conneries. Ça sert à rien. Les enfants nés en France de parents étrangers deviendront français à leur majorité s'ils en manifestent la volonté. C'est donc une suppression du caractère automatique du droit du sol, et qui en plus, le droit du sol de ces enfants est toutefois écarté en cas de condamnation définitive pour un crime. Ils peuvent être multirécidivistes dans les petits délits, ça c'est pas un problème. Je sais pas combien de personnes ça concerne, et en dessous aussi il y a un petit truc qui sert à rien. Les binationaux pourront être déchus de leur nationalité française si elle est acquise par naturalisation, manifestation de volonté, mariage, effet collectif. Donc tous ceux, en fait, tous les binationaux qui sont français par droit du sol, ils sont pas concernés. Et ils pourront être déchus en cas de condamnation définitive pour homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique, militaire, policier et compagnie. Combien de binationaux ayant la nationalité française dans les conditions indiquées ont buté volontairement et ont été condamnés en dernière instance, ils ont fait tout le parcours judiciaire, ils ont buté une personne dépositaire de l'autorité publique. Ça concerne combien de personnes par an? Et ils pourront être déchus. Ça, c'est vraiment le petit truc pour tous ceux qui sont un peu paniqués par les attentats, etc. Et qui se disent, oui, mais pourquoi on garde ces sacs à merde sur le territoire français? Pourquoi on ne leur déchoit pas de la nationalité française alors qu'ils n'aiment pas la France, ils viennent faire des attentats, etc. Les mecs qui ont fait des attentats sont le plus souvent nés en France, donc ont la nationalité par droit du sol et pas dans les conditions qui sont indiquées de toute façon. Ou alors c'est des mecs qui sont venus en profitant des vagues d'immigration successives. On se souvient que certains étaient dans les valises de certains Syriens et ils n'ont pas de nationalité de toute façon. Donc à quoi ça sert? Ça s'adresse à combien de cas? Donc entre les trucs qui sont contraires au droit européen, ceux qui sont contraires à la Constitution, ceux qui ne servent à rien, il y a quoi dans cette loi? Alors on continue, titre de séjour. Le délit de séjour irrégulier est rétabli. Donc ceux qui ont un visa expiré ou qui sont sans titre de séjour, ils seront passibles d'une amende de 3 750 € et d'une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire. Et là, on va pouvoir revenir à ce que nous disait Charles-Henri, où il nous expliquait que dans le cadre de la directive retour de 2008 et des arrêts de la CJUE, machin, ils empêchent les peines d'emprisonnement pour le délit de séjour irrégulier. Et là, vous allez me dire, oui, mais on peut très bien mettre des amendes. Eh ben non. C'était le cas jusqu'en 2012. En fait, cet article ne fait que rétablir une loi qui existait depuis déjà très longtemps. Donc on a beau traiter de « oh là là, c'est le retour de l'extrême droite, il copie le RN, etc. » Bon, c'est des trucs qui étaient en application il n'y a pas si longtemps, voilà, il y a 11 ans. 11 ans après sa suppression, le délit de séjour irrégulier s'apprête à faire son retour en droit français. Eh bien non, probablement pas. Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoyait 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende pour tout étranger séjournant en France de manière illégale ou dont le visa n'était plus valable. Ce délit a toutefois été supprimé sous la présidence de François Hollande par la loi du 31 décembre 2012. Pourquoi donc? Parce que cette loi découle, ils ont été obligés de la prendre, elle découle de la directive retour appliquée en 2008 par la Commission européenne, les décisions de la CJUE, etc. Dans sa décision, la CJUE disposait qu'un État membre ne pouvait réprimer le séjour irrégulier d'un étranger avec une peine d'emprisonnement. Et ils sont allés plus loin. Dans la foulée, la Cour de cassation décide de l'impossibilité de placer en garde à vue un étranger du seul fait de sa situation irrégulière. Au vu de la directive européenne et de la jurisprudence française, le délit de séjour irrégulier était rendu inapplicable, obligeant le gouvernement Valls à présenter une loi visant à le supprimer. Donc, si c'est inapplicable, au point que Valls, qui n'était pas forcément le mec le plus à gauche de la Ve République, a été obligé de présenter une loi pour supprimer ce fameux délit de séjour irrégulier, est-ce que les conditions ont changé? Non. Il y a toujours la directive retour, il y a toujours les arrêts de la Cour de la CJUE, il y a toujours un arrêt de la Cour de cassation qui dans la foulée de tout ce merdier, a indiqué qu'on ne peut plus appliquer ce genre de loi. Donc quel est le niveau d'application de cet article? 0.
Voilà, apparemment, dans l'état actuel des choses, c'est 0. Un gars qui prendrait une amende ou aurait une interdiction de territoire, il pourrait aller porter plainte, porter l'affaire à la CJUE ou à la Cour européenne des droits de l'homme pour exiger la suppression et même sans doute des dédommagements. Les étudiants étrangers devront déposer une caution retour dont le montant sera fixé par décret pour accéder à un premier titre de séjour. Apparemment, on suspecte certaines personnes d'obtenir un visa étudiant pour rentrer sur le territoire et ne pas forcément suivre un cursus universitaire ou rester au-delà une fois que leur visa a expiré. Alors des exceptions sont prévues, modicité des revenus, excellence du parcours scolaire, donc on sent vraiment la belle usine à gaz où ce sera tout au cas par cas avec des cas bizarres et particuliers complètement abscons et absurdes. Ensuite, la caution sera restituée à l'étudiant, sauf s'il n'a pas respecté une décision d'éloignement. Ça aussi, ça fait partie des trucs qui sont en train d'être étudiés par le Conseil constitutionnel et qui ont peu de chances de passer. Alors la suite n'est pas très intéressante. Disons qu'on nous a vendu cette loi immigration comme étant une tentative pour réguler l'immigration illégale et légale. Voilà, c'est une loi abominablement d'extrême droite qui fait la part belle au programme du Rassemblement national. Et on s'aperçoit qu'en fait, tout ce truc est inapplicable, soit parce que ça rentre en contradiction avec le droit européen, avec la Constitution, ou alors c'est des mesures assez éloignées de l'objectif visé, donc qui sont anecdotiques, voire même de la poudre aux yeux. Jean-François Kerléo, machin chose, il nous explique que c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde, tout ce qui s'est passé, parce que ça signifie que ni les membres du gouvernement, ni les parlementaires n'estiment avoir comme responsabilité de contrôler ou de s'assurer au préalable de la constitutionnalité d'une loi détachant l'action publique du cadre de la Constitution. Donc les mecs nous ont cassé les couilles pendant des mois sur le retour de l'extrême droite, ou alors à l'inverse, oulala, on va contrôler l'immigration, on va faire une loi courageuse, machin. Alors qu'en fait, ils savent très bien que toutes les décisions et les amendements et les trucs sur lesquels ils pinaillaient et ils alertaient tout le monde étaient de toute façon inapplicables. Ils les connaissent, les règlements européens. Ils connaissent un minimum la Constitution. Ils savent très bien que tout ça, c'était du foutage de gueule. Donc ça ne sert à rien, ça n'ira nulle part, ça va être complètement vidé par la Constitution, soit parce que ça contrevient aux articles, parce que ça contrevient au droit européen, et il y a même une partie du texte qui est hors sujet. Et c'est ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. C'est des articles qui sont introduits par les parlementaires dans le texte, alors qu'ils ne sont pas en rapport avec l'objet de la loi. Tu vois, des fois, tu as un sujet sur, je sais pas quoi, la sécurité sociale, puis quelqu'un te met un amendement, on va modifier le code de l'urbanisme pour faire passer je sais pas quoi. C'est passé comme ça. On vote le texte et tous ces amendements, qui est pour, qui est contre, tout le monde est pour, hop, c'est passé. Et voilà, on a glissé un amendement complètement hors sujet dans une loi, et t'as plein de conneries des fois qui passent comme ça par ce qu'on appelle des cavaliers législatifs. Alors le problème, c'est que ce type de carabistouille n'est pas vraiment... voilà, c'est interdit par l'article 45 de la Constitution, normalement. Voilà, il disait ici, Emmanuel Macron détaille les objectifs du texte selon son intitulé officiel. Il vise à contrôler l'immigration, à améliorer l'intégration, prévoir de nouvelles garanties au profit des étrangers qui suivent un parcours d'intégration de qualité et blablabla. Bla bla bla. Et donc il y a plusieurs mesures qui ne seraient pas concernées par ce projet, et notamment des points qui concernent l'acquisition de la nationalité française. On avait vu 2-3 trucs à ce sujet. Et donc ça ne concerne pas le séjour des étrangers sur le territoire. Donc ça saute immédiatement. Bref, je vous laisserai aller voir dans le détail si ça vous intéresse. Je pense que vous avez compris un peu le problème. Et donc tout ça nous amène à la conclusion, c'est qu'on nous a bassinés pendant 3 mois avec une loi dont les décisionnaires n'ont pas le pouvoir de la prendre. Que ce soit les parlementaires ou même le gouvernement, tout ça c'est des choses qui se décident au niveau de l'Union européenne, qui sont fixées dans les traités européens, qui sont sinon fixées par des directives ou bien par des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la CJUE. Donc il y a un moment, à quoi ils servent déjà? Et ils nous ont bassinés avec l'immigration pour rien, pendant 3 mois. Et tout le monde nous a amusés avec ça. Et tout le monde a joué le jeu, parce qu'il faut quand même qu'ils justifient un peu leur salaire, hein, tous ces députés. Y compris dans la France insoumise. Ils auraient très bien pu dire non, mais on s'en fout de leur loi de toute façon, puisque c'est à l'Union européenne que ça se passe, et ils vont rien faire. Ils ont établi des articles, les 3/4 vont sauter. Est-ce que la France insoumise a fait ça? Non. Ils ont mis toute leur force dans la bataille, ils ont mobilisé leurs adhérents, leurs sympathisants, ils ont fait perdre du temps à beaucoup de gens.
Et ils ont inquiété beaucoup de gens. Quel que soit ce qu'on pense de la politique sur l'immigration, si on est pour la renforcer ou l'assouplir ou la laisser telle quelle, c'est pas le sujet. C'est une question de souveraineté et puis aussi de respect des gens. Que ce soit le RN, la France Insoumise, Renaissance, etc., ils ont tous joué la comédie et ils se sont tous foutus de votre gueule. Et les gens qui se sont mobilisés, que ce soit auprès de leur entourage ou sur les réseaux, qui se sont saisis de cette question, vous avez perdu votre temps. Vous êtes fait manipuler. Et ces types sont payés 7000 balles avec vos impôts pour se foutre de votre gueule. Moi, ça me choque. Et ça commence un peu à m'énerver. Et donc, on nous fait, voilà, le fameux lien avec Gabriel Attal, c'est pareil. On nous sort un type qui n'a aucun intérêt. Aucun. Et au prétexte que c'est le plus jeune Premier ministre de la Ve République, on nous en fait des caisses. Sauf que, qu'est-ce qu'il va faire? En bien ou en mal, ou qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Donc voilà un peu la nature des discussions que l'on a. Gabriel Attal à Matignon, les coulisses d'une nomination disputée. 5 choses que vous ne savez pas sans doute sur Gabriel Attal. Gabriel Attal, Premier ministre, couple, âge, fortune. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est closer? C'est quoi foutage de gueule? Et c'est que ça. Il y avait un autre truc là sur voilà la nomination de Gabriel Attal, jeune et gay, vu par la presse étrangère. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas Miss France. Qu'est-ce qu'on vient nous faire chier à nous présenter ce type comme si c'était un espèce d'influenceur ou un gogol de télé-réalité ou c'est plus que de la presse people, c'est plus de la politique. Le mec est Premier ministre, il est en charge de la conduite de la politique d'un des pays encore parmi les plus riches du monde, une des premières économies mondiales, avec une armée, avec la bombe nucléaire, avec un réseau diplomatique, avec tout un tas de choses comme ça qui se trouvent pas forcément sous le pied d'un cheval, et on te sort un guignol de 34 ans qui a jamais bossé de sa vie, qui a fait toutes les petites écoles de Bourges à Paris, qui a été propulsé assistant de ministre dans les cabinets dès sa sortie de l'école, puis ministre, puis machin, mais il a fait quoi? Il a rien branlé, ce type. On sait très bien que c'est un apparatchik de pouvoir, et tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est obéir. Il a obéi à ce qu'on lui a demandé à l'école, il a été un bon petit soldat, il a obéi dans les cabinets, il a obéi en tant que ministre, etc. Pourquoi on nous sort un incompétent pareil? Enfin, il n'y a pas mieux, il n'y a pas des types qui ont plus de bouteilles, plus d'expérience, un meilleur bilan, ou ne serait-ce qu'un programme politique. Parce qu'il me semble que le Premier ministre, dans le cas de la Ve République, c'est censé être le chef de parti du groupe parlementaire le plus large, ou qui a la majorité. Alors comme il se trouve que personne n'a de majorité, on se retrouve avec un guignol Renaissance, mais normalement le Premier ministre arrive à son poste au terme d'une campagne législative où des gens ont voté pour des députés chargés d'appliquer un programme. Quel est le programme de ce monsieur? On n'en sait rien. Alors on vient de parler de son homosexualité, couple, coulisses de la nomination... Est-ce qu'il est slip ou caleçon? Enfin, voilà. Mais le programme politique, qu'est-ce qu'il va faire? Personne ne sait. Puis on s'en fout. C'est quelqu'un qui va lui donner son programme. C'est pas lui qui va décider, vous croyez quoi? Regardez ce qui se passe pour la loi sur l'immigration. Tout est déjà décidé ailleurs. Et quand les députés ou le gouvernement fait une loi, bon, déjà, il y a le processus législatif qui fait que ça ressemble à un enfant dégénéré à la fin. Mais quand ça passe ensuite sous les fourches codines de la Constitution, des traités européens, des différentes jurisprudences, des engagements internationaux, il n'y a plus rien. À quoi ça sert? Tout ça, c'est du cirque. Hein. Tout ça, c'est du cirque. Donc, au cirque, il faut un guignol. Et lui, il est parfait. Regardez, il est jeune, beau, dynamique, il parle bien, il a fait l'école alsacienne. Et donc, il a été sélectionné pour passer à la télé. C'est tout. Pour amuser la ménagère, au JT du 13h. Hein, c'est pas des blagues, regardez. Notre ami Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il a fait quand il est devenu Premier ministre? Quel est le premier truc qu'il a fait? C'est d'aller faire le pitre au Pas-de-Calais, aller patauger chez les gens. C'est déjà qu'ils sont sinistrés, ils ont encore le festival des guignols qui se produit chez eux. Le cirque Pinder, en visite. Et ce n'est que de la communication. Écoutez ça. Ouais, bien sûr. Je sais que c'est dur. Et je vais vous dire, c'est... Ouais, ça commence à devenir trop lourd. Ça va aller. Ça va aller. Vraiment. Oui. Et je sais que c'est dur pour vous et c'est dur pour tout le monde autour. Même si... Bon, c'est un extrait un peu court, mais voilà, c'est... Ah ouais, c'est dur, hein, ce que vous vivez. Ouais, c'est dur, hein. Ça va aller. Alors, je sais pas si après il a donné des solutions, je pense que non, mais c'est dur, ça va aller. Mais les gens sont contents. Voilà, Gabriel Attal dans le Pas-de-Calais, on s'est senti compris. Bah, si ça vous suffit,
Le mec est payé 10 000 balles par mois pour venir chez toi, ne rien régler de tes problèmes alors qu'il est quand même payé. Bon, là, c'est des inondations, on n'a pas contrôlé la météo. Mais te dire, ça va aller, ça va, c'est pas grave. C'est dur, ça va aller. Aïe, 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 aïe. Donc ça va être que ça. C'est déjà un peu le festival. Hein. Si vous traînez un petit peu sur Twitter, tout le monde se fout de sa gueule parce que il fait des discours à la con, il va à droite à gauche. Il est allé inaugurer un commissariat où il a dit oui, la sécurité c'est important. C'est important de se sentir bien en France et je pense que les policiers contribuent à la sécurité et nous passons des lois pour recruter plus de policiers puisque ce sont les forces de l'ordre et l'ordre c'est important, la République, les valeurs, tout ça et la sécurité c'est bien quoi. Voilà. Et donc le mec est payé pour ça. Et il ne va faire que ça. Il va promener. Il va promener. À vos frais. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute d'autre de toute façon? Donc j'aimerais terminer cette vidéo avec un petit message de Gérard Larcher qui est sorti aujourd'hui même. Et il nous a dit un truc justement en lien avec la loi immigration. Si la loi, d'abord le rôle du Conseil constitutionnel, je trouve que le président Fabius l'a parfaitement rappelé dans ses vœux au président de la République, c'est pas une chambre d'appel du Parlement. Il est là pour vérifier s'il y a constitutionnalité ou non du texte qui a été voté. Que certains articles. Eh bien, si certains articles sont censurés, et si ça touche, j'allais dire, l'essence même de la maîtrise des politiques migratoires, bien, il faudra modifier la Constitution. Voilà, je pense que vous avez entendu. Tout le monde sait que le Conseil constitutionnel est un truc complètement politisé et absolument pas neutre. Hein, c'est pas des juges et encore moins des sages, c'est plutôt des crevards et un repère de tous les fonds de chiottes de la politique française. Ces gens sont d'ailleurs nommés pour l'essentiel par le président de la République. Donc ils sont complètement inféodés au gouvernement en place. Et ils ont tendance à interpréter la Constitution, qui est parfois un peu floue, parfois un peu contradictoire sur certains articles, dans le sens qui arrange le pouvoir en place, ou en tout cas les gens qui sont responsables de leur paye. On va dire ça comme ça. Alors Gérard, il trouverait normal que le Conseil constitutionnel arrange l'interprétation de la Constitution de sorte à ce que la loi décidée par le gouvernement en place passe et ne soit pas, comme il dit, une chambre de contestation, d'appel pour les parlementaires, c'est-à-dire pour la France Insoumise qui n'est pas forcément d'accord avec toutes les mesures qui sont proposées dans cette loi. Et il dit, si le Conseil constitutionnel retoque des dispositions essentielles du texte, on change la Constitution. Bon, il n'a rien dit sur le fait qu'il faudrait peut-être quitter l'Union européenne dans la plupart des cas aussi. Parce qu'à part les trucs sur les allocs, je crois que tout le reste c'est lié... soit c'est des choses anecdotiques, il y avait peut-être le truc sur les étudiants, on a vu aussi sur la nationalité, parce que c'est un cavalier législatif. Mais sinon, les points essentiels liés à la régulation du nombre des entrées, à l'expulsion, à l'exécution des OQTF, au droit d'asile, à l'octroi de titres de séjour, tout ça c'est des trucs qui sont à l'Union européenne, et à mon avis c'est quand même ça le gros du texte. Donc il veut bien changer la Constitution, mais de là à quitter l'Union européenne pour appliquer un texte, voilà, ça il ne l'aura pas dit. Et c'est intéressant qu'il fasse ce tri, parce que ça veut dire qu'il ne cherche pas à faire passer ce texte, à faire respecter la souveraineté du gouvernement, qui serait même carrément supérieure à la Constitution, ce qui en soi est assez contestable quand on y réfléchit. Mais admettons, il est possible, par deux procédures différentes, de modifier la Constitution, soit par référendum, soit par la procédure du Congrès, où tu as les sénateurs et les parlementaires qui sont réunis à Versailles, parce que on aime le faste et péter dans la soie, puis il faut de la place. Donc on réunit les deux chambres, et puis on les fait voter sur un texte de modification de la Constitution. C'est un truc qui est arrivé finalement assez souvent, je crois une 50aine de fois, depuis 58. Donc on pourrait effectivement modifier la Constitution, et ça tombe bien parce qu'il y a un mec qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a un projet de modification de la Constitution qui traîne dans les cartons depuis 2017 finalement, et qui a du mal à passer. Et notamment, il y a un article dont on pense qu'il aimerait bien pouvoir faire passer comme ça. Il y a eu des petits ballons d'essai qui avaient été lancés dans les médias, dans la population comme ça. Je crois que Macron aimerait bien faire un 3e mandat. Il me semble que voilà, on pourrait modifier la Constitution au nom de faire passer la loi sur l'immigration, et puis hop, pouf, il y a un petit article obscur qui supprime la limitation à 2 mandats consécutifs pour un président. Mais on aura axé le truc sur l'immigration, et puis les gens se seront battus sur l'immigration, et voilà, le mandat à vie, pourquoi pas.
Tant qu'à faire, pourquoi s'emmerder? Donc ce serait un peu le gage donné au Rassemblement national pour faire voter cette modification de la Constitution. Si vous votez pas la suppression de la limitation du mandat, vous n'aurez pas votre loi sur l'immigration. Alors après, on verra quel gage ils donneront sur l'extrême gauche, même si peut-être qu'ils en ont pas besoin. Ils vont essayer de faire voter Renaissance, les Républicains et le RN. Ça devrait suffire, surtout que les sénateurs, je ne sais pas quelle est la composition du Sénat, c'est plutôt républicain, non? Il me semble. Donc s'ils donnent des gages au RN et aux Républicains, le truc peut passer. En tout cas, merci d'avoir suivi cette formidable vidéo et d'avoir découvert le point commun étonnant entre la loi immigration et notre cher nouveau Premier ministre Gabriel Attal, qui va sûrement se révéler tout aussi utile et vide de sens. Bonne soirée à tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles singeries.